Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Aujourd'hui, nous inaugurons le panel Regards croisés avec Amanda Faki et David Santarossa. Ensemble, ils exploreront les grands enjeux de l'actualité, chercheront à en décoder le sens, à en explorer les zones grises et n'hésiteront pas à confronter leur point de vue quand le débat s'impose. Amanda Faki, fondatrice de Tenet Stratégie, firme conseiller en affaires gouvernementales et en rhétorique, et David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC, ainsi que auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie, publié chez Libère. Premièrement, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Commençons avec une question personnelle avant de nous lancer dans les grandes questions de l'actualité. Je suis curieux de connaître quelles sont vos motivations personnelles justement pour prendre place dans le discours, le débat public, la vie de la cité, parce que ça, on franc, il y a quand même certains risques. On peut froisser certaines personnes. Quand on prend position publiquement, certaines personnes vont nous le reprocher, d'autres au contraire vont nous féliciter pour prendre position, mais c'est pas de tout repos, disons-le. Donc, commençons... soyons galants, commençons avec les femmes. Madame Faki, pourquoi vous impliquez publiquement? Parce que je crois profondément que faire société, c'est accepter l'affrontement des idées. Et sans cette confrontation, on n'a pas de démocratie vivante. Donc on a seulement du confort, de l'entre-soi. Oui, c'est un peu maso, parce que intervenir dans le débat public, c'est exposer aux critiques, à des malentendus, à des caricatures. Mais ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que la démocratie, c'est pas un spa, c'est une arène. Et dans une arène, il faut accepter les coups. C'est la condition du combat collectif pour savoir ce qu'on veut et qu'est-ce qui doit durer dans l'espace public. Donc bref, je préfère 1000 fois le choc des arguments au confort de l'indifférence. Est-ce que le spa, je reprends votre métaphore, là, si la démocratie n'est pas un spa, est-ce que ça veut dire que le spa, c'est la dictature? Le Le spa, c'est le confort, d'une certaine mutisme, façon. c'est le confort, exactement, c'est le mutisme, c'est le confort, c'est l'entre-soi, c'est l'indifférence, et l'indifférence, c'est ça qui fait mal à la démocratie. Tout à fait. Monsieur Santarossa? Euh, je souscris entièrement à ce que Mme Faki dit et j'ajouterais une chose peut-être un peu banale mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire que j'éprouve un plaisir à le faire. J'éprouve un plaisir à lire des textes, voir des idées se confronter, décortiquer le tout. Je pense qu'il faut pas minimiser cet aspect-là de la joute verbale, du débat public. Mais dans tous les cas aussi, on a l'impression que il y a un petit côté peut-être narcissique, j'oserais dire, mais de penser qu'on peut Mhm. apporter quelque chose de pertinent au débat public, sinon on ne le ferait pas. Cela dit, ça peut, quand on entre en démocratie, justement, il faut qu'il y ait aussi une forme de d'humilité qui se dit, ben, ça veut pas dire que si moi je pense que j'ai raison dans l'absolu et que l'autre personne ne peut rien apporter. Donc on oscille un peu entre les deux, là. Tout à fait d'accord. J'ai l'impression que c'est une pulsion aussi chez certains qui sont plus volubiles et qui veulent prendre public. Vous avez utilisé le terme narcissique. Il y a un peu de ça, là, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui, je vais m'inclure là-dedans, là, qui ne peuvent verbaliser leurs idées. En fait, les idées vont les ronger de l'intérieur. Et donc, on a besoin d'en parler publiquement. Donc, je souscris entièrement à vos deux raisons personnelles pour participer à ceci, à cet exercice. Passons justement à un sujet polémique, celui qui marque les esprits dernièrement, depuis quelques semaines au minimum, les prières de rue islamiques, ou prières de rue, entre guillemets, disons, pour toutes les religions, des prières de rue islamiques en ce moment. Que pensez-vous du phénomène, David Santarossa? Premièrement, il faut prendre un pas de recul et réaliser que c'est un phénomène qui est présent un peu partout en Occident, n'est-ce pas? Donc, en Europe, on voit beaucoup de ces images-là. En France, en Belgique notamment, on les voit en Angleterre aussi, on les voit. Donc, c'est une réalité partout. Donc, il y a certains discours, par exemple, Isabelle Haché dans la presse qui dit que ce n'est qu'une question pratico-pratique. Ici, je La la cite. cite en disant ça. Mais non, clairement, il y a un désir d'être présent de manière ostentatoire chez certains groupes musulmans. C'est même revendiqué par certains. Il y a un personnage comme Adil Sharkawi qui le dit ouvertement que l'objectif, c'est de prendre possession en quelque sorte de l'espace public, d'être le plus présent possible. Donc,
ça me semble, j'entends beaucoup de discours relativement naïfs de se dire, ah oui, ben tout ça n'est que finalement, faut respecter les droits, tout ça, ils ne dérangent personne, ils font juste prier. Ben non, je veux dire, les prières de rue, c'est quelque chose qui est politique en soi. Il faut le prendre tel quel. Et puis, l'autre chose que je remarque, c'est qu'on nous dit, ben écoutez, ce n'est pas un phénomène qui est très, très présent. Ce n'est pas très, très présent au Québec à l'heure actuelle, donc ça vaut pas la peine de légiférer. Mais en même temps, si le phénomène devient important, ben là, on va dire, ben écoutez, c'est un phénomène qui est présent dans les mœurs, donc il faut pas légiférer non plus. Donc, aux yeux de certains, finalement, il faudrait jamais légiférer contre ce genre de choses-là, que ce soit un phénomène marginal ou très commun. J'ajouterais, parce que vous avez dit que le phénomène est occidental, en France en particulier, il y avait ce phénomène de prière de rue et à l'époque, on nous disait que c'était principalement à cause que les mosquées étaient pleines et les services de renseignement français avaient écrit un rapport qui avait été rendu public par la suite qui disait que les mosquées, en fait, étaient vides. Donc, c'était fait par exprès. On vidait les mosquées, en fait, pour ensuite s'imposer Mhm. dans la rue. Donc, l'aspect politique de la chose, un peu comme vous l'avez dit, là, pour occuper l'espace, était assumé et, dans ce cas-ci, révélé comme étant la source, si on peut dire, de ces prières publiques dans la rue. Madame Faki, que pensez-vous du phénomène et de la réponse médiatique à la chose aussi? Bah, je dirais une chose, c'est que la religion qui est pratiquée en groupe, bah, ça doit se faire dans les lieux de culte. Point barre. L'espace public, ça appartient à tout le monde. Maintenant, oui, il faut prendre un pas de recul. La question des prières, elle s'inscrit dans un contexte qui est bien spécifique, c'est dans le contexte des manifestations pro-palestiniennes. Ok. Deuxième élément, on note que ces prières, parce que c'est quand même un phénomène singulier, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'est réveillé juste aujourd'hui? Bah parce qu'il y avait un acte de provocation, et cet acte de provocation, bah, c'était de prier devant la basilique Notre-Dame. Ok, mais les prières ont toujours existé dans les rues. Je parle notamment des processions de la Fête-Dieu. Pourquoi est-ce que juste maintenant ça nous dérange? Donc ça devait déjà nous déranger au préalable avant les manifestations pro-palestiniennes. Donc oui, ok, on retire la pratique des prières dans l'espace public, mais ce que je dénonce, c'est la démarche dans laquelle s'inscrit la CAQ, mais pas que la CAQ, parce que le PQ également instrumentalise ce phénomène pour marquer des points politiques. Et ce que je vois, c'est qu'il y a cette obsession à marquer des points politiques plutôt qu'être l'apôtre de la laïcité. C'est instrumentalisé par le PQ et la CAQ, mais j'ai l'impression que le PLQ instrumentalise la chose aussi, mais dans l'autre sens, dans le sens où le Parti libéral a peut-être cette posture très multiculturaliste, j'ai envie de dire laisser faire en ce qui a trait à ces questions-là. Et donc, eux vont étiqueter l'opposition comme étant intolérant. L'instrumentalisation ne se fait pas de disons, de tous les grands partis politiques et des deux sens en même temps? Madame Faki? Oui, mais il y a quand même des instigateurs de cette instrumentalisation. Donc ça a commencé bien entendu avec la CAQ, et ensuite le PQ qui note qu'avec la dégringolade de la CAQ, ils peuvent attirer le plus d'adhérents C'est populaire leur électoralement en ce moment. positionnement politique. C'est très populaire électoralement parce que ça suscite des passions. C'est passionnel comme sujet. Donc c'est tout à fait normal qu'on peut facilement marquer des points politiques. Donc la question, c'est pas forcément les prières, mais est-ce que c'est les manifestations bruyantes, brutales, qui provoquent d'autres cultes? Et de toute façon, bah, les prières, elles sont pas sur des autoroutes, elles se font dans des rues. Donc je me pose la question sur les municipalités. Qu'est-ce qu'elles font là-dedans? Oui, tout à fait. C'est une question plutôt technique. Je vais vous poser une question qui, à mon avis, est au cœur du sujet et que certains, je crois, craignent de poser. Vous l'avez mentionné un peu. Bon, il y a des processions religieuses autres que musulmanes ici, là, catholiques et autres, qui semblent peu ou pas déranger. Donc, il semblerait qu'ici, là, la question de la prière publique et le fait que ce soit des prières musulmanes, plus spécifiquement, cause problème. David Santarossa, pourquoi spécifiquement l'islam ici semble créer certaines frictions avec le monde occidental et au Québec en particulier? Oui, ça c'est une grande question. Ça Épineuse, ça. reste, oui, exactement. Évidemment, on peut répondre à cette question-là en généralisant, mais en étant conscient aussi qu'il y a mille et une exceptions là, c'est-à-dire que
l'islam est une religion et est une civilisation. Et le Québec est issu de la civilisation chrétienne. Donc évidemment qu'il y a il y a des éléments qui choquent plus que d'autres. Évidemment qu'il y a j'irais pas jusqu'à dire un choc des civilisations, comme le disait Huntington, Samuel Huntington. Merci. Mais il y a clairement quelque chose comme des valeurs différentes, des mœurs différentes. Euh, et puis, donc, c'est normal qu'il y ait des conflits en ce sens. Et la question, c'est toujours comment on règle ces conflits-là. C'est ça un peu. Donc là, vous parliez de marquer des points politiques. C'est un peu ça aussi l'objectif de la démocratie, là, c'est-à-dire marquer des points politiques, que manifestement il y a un enjeu, les gens se soucient de quelque chose, ben les partis politiques se l'approprient. Est-ce qu'on tombe dans du populisme? Ben, je veux dire, quand je regarde la CAQ, quand je regarde le Parti québécois, on est quand même très, très loin des partis populistes qu'on a vécu, oui, en fait, qu'on vit ailleurs en Occident. Donc, j'ai l'impression que si on voit la CAQ et le PQ comme des personnes vraiment, des partis opportunistes et qui sèment la zizanie en quelque sorte pour ensuite récolter des points, je me dis, on est très très loin de d'autres pays occidentaux là, puis finalement nos populistes n'ont pas grand-chose de populiste à mon avis. Amanda Faki, pourquoi l'islam en ce moment semble causer des frictions? Parce que c'est une religion qui est très visible, qui est très ostentatoire. Si on se réfère à la réponse de PSPP lorsqu'on lui a posé la question, ok, Paul donc Saint-Pierre Plamondon. oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc sur la question des prières dans la rue, on lui demande est-ce que c'est un phénomène documenté. Il n'a pas eu la réponse exacte, il n'a pas pu quantifier le phénomène, mais il a quand même utilisé un comparatif, la France. Et oui, je suis du même avis que lui. C'est vrai, le Québec devrait être à l'abri de ce phénomène d'ampleur, de l'occupation de l'espace public par des communautés culturelles, notamment voilà l'islam. Mais l'enjeu encore, c'est le timing. Et c'est vrai, la politique, c'est toute une question de timing. Et c'est là où réside mon malaise, c'est pourquoi est-ce qu'on se réveille juste maintenant? Les prières dans les rues, Ah, ça a bonne toujours question. existé. Voilà. Ben, ça a toujours existé. Je pense que vous posez la bonne question, là, mais bon, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, mais en France, dans le sens, je l'ai déjà dit en non et ailleurs, on vit ce que la France a vécu il y a 20 ou 30 ans. Ce qui veut dire que dans 20 ou 30 ans, on va vivre ce que la France vit maintenant, ce qui est, je décrirais la chose comme étant une sécession de fait de certains territoires perdus de la République. Là, je cite un livre ici. Donc, est-ce qu'on se pose la vraie question en ce qui a trait aux prières de rue, dans le sens où on utilise la France comme exemple, mais on n'en tire pas les conclusions qui, à mon avis, sont évidentes? Madame Faki en premier. Hein. Bah, c'est-à-dire, est-ce que on se réfère à un cas qui existe? Oui, mais le Québec, ce n'est pas la France, on n'a pas le même modèle de laïcité. Eux, c'est la laïcité plutôt fermée, républicaine. Notre idéal de laïcité, c'est ce qu'on visait, mais jusqu'à ce que la CAQ décide autrement, c'est une laïcité ouverte. Et là, le virage que la CAQ prend actuellement, c'est plutôt une laïcité fermée. Et j'ai l'impression qu'on a aussi un dévoiement de ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est pas la neutralité de la société, c'est la neutralité de l'État. Comme le monseigneur Christian Lépine l'a dit dernièrement dans un texte de la presse, David Santorossa, est-ce que la France est un bon exemple? Comme cadre d'analyse, je veux dire, là, pas nécessairement comme laïcité appliquée, ou si vous le voulez, oui, là, ça aussi, mais comme Ouais, cadre ouais. d'analyse pour prédire l'avenir, si je peux dire. Est-ce que la France est un bon exemple dans ce cas-ci? Je pense que sur les questions religieuses, ça l'est. Ça serait difficile de dire autrement. Euh, je veux dire, évidemment, on peut jouer le jeu de la prédiction, mais on se rend bien compte qu'au Québec, il y a quelque chose comme de plus en plus des quartiers ethniques. On parle pas de cités comme on parlerait en France, parce qu'au Québec, je pense pas qu'on va faire ce type d'investissement-là comme les Français l'ont fait dans des décennies passées. Mais c'est un risque quand même possible. Surtout, ben là, on dévie un peu, mais avec une pénurie de logements. Est-ce que ce serait tentant justement de faire d'immenses
d'immensité un peu justement pour accueillir beaucoup plus de personnes, puis que finalement ça devient justement des zones de non-droit, ben là évidemment je Ah, bifurque vous un écoutez peu, mais CNews, hein, ça se voit. oui, c'est ça. Mais c'est des risques bien réels, il faut s'en inquiéter. Quand on regarde par exemple, les populations à Montréal, dans les écoles, puis qu'on se rend compte que dans certaines écoles, tu as 100% des enfants qui sont d'origine immigrante. On peut se demander comment une intégration à la culture québécoise, à la laïcité québécoise peut se faire. Ben, poser avec la question, c'est un peu y répondre. Passons à la taxe rose. Il nous reste à peu près 4 minutes avant la pause. Doit-on... Bon, je résume ici la taxe rose. Grosso modo, on nous dit que des produits féminins qui ont un équivalent masculin coûtent plus cher aux femmes qu'aux hommes. Donc, on appelle ça la taxe rose. Doit-on légiférer sur le prix des articles qui seraient plus dispendieux pour les femmes que les hommes? Amanda Faki, ça me semble être pertinent dans votre cas. Donc, est-ce que ça vous coûte, de un, est-ce que ça vous coûte vraiment plus cher? Est-ce que avez-vous remarqué que les prix sont plus élevés pour les femmes en ce qui a trait à certains produits? Et devons-nous légiférer sur la question? Absolument, et c'est pourquoi depuis quelques semaines, j'utilise le shampoing de mon mari, qui d'ailleurs sont très très bons, d'accord? Il y a pas une grande différence, elles sont très bons. Moi, j'adore l'odeur des épices, l'odeur de la cannelle masculine. Écoutez, c'est vraiment une question de marketing. C'est une question de marketing, mais il y a aussi ce concept économique qu'on appelle le consentement à payer. C'est que nous, les femmes, on consent à payer plus cher pour un produit marketing. Donc, c'est ça la taxe rose. C'est lorsqu'on a des écarts de prix avec des biens comparables qui ont le même coût de production, mais qui varient en fonction de leur marché cible, donc qui varient en fonction du sexe. Alors pourquoi moi est-ce que je vais acheter mon rasoir qui a à double lame mauve? Bah parce que sur le packaging, qu'est-ce que ça indique? Rose, voilà, rose ou mauve. Ça indique quoi? Bah ça indique oh ben ça c'est bien pour des peaux délicates. Vous verrez hein, votre petit poil, bah il va pas pousser sauvagement. Donc voilà, c'est toute une question de marketing. Mais je vais vous dire une chose, j'utilise quelquefois les produits de mon mari et je ne vois aucune différence. La seule différence, bien entendu, c'est combien je paye. Oui, bon, tout à fait. David Santarossa, doit-on légiférer sur la question? J'aurais tendance à penser Rappelons, en fait, que excusez-moi, avant qu'on commence, oui. l'État de New York, la Californie ont légiféré sur la question. Bon, deux États très à gauche, relativement électoralement parlant, là, dominés par les démocrates, mais la chose existe. Donc, David Santarossa, devons-nous légiférer? J'ai tendance à dire qu'il faut laisser l'entreprise privée faire et justement, les femmes peuvent encourager les femmes à faire comme ce qu'Amanda semble faire et acheter un produit concurrent qui ne fait pas ça. Mais moi, il y a une des choses qui me fascine là-dedans et vous faites référence à un dossier du Journal de Montréal en fin de semaine qui abordait la question et il y avait une approche très constructiviste par rapport à ça en disant que finalement, justement, ce n'est que du marketing. Les femmes se font avoir là-dedans. Les femmes doivent toujours être belles, etc., etc. Ce qui est pas 100% faux, mais qui est pas 100% vrai à mon sens. C'est-à-dire que il y a aussi beaucoup de femmes qui sont coquettes, qui aiment être coquettes, mais qui ont, face à ce discours-là, ils ont énormément de difficultés à dire, ben, vous savez quoi, moi, j'aime ça les magasiner, j'aime ça dépenser, et il y a personne qui m'oblige à le faire. Et que j'ai l'impression qu'il y a parfois un discours un peu anti-femme là-dedans, en quelque sorte, de dire, ben, ce que vous aimez faire, en fait, c'est tout simplement, c'est le produit du patriarcat, finalement, alors que non, il faut laisser les gens prendre leurs propres décisions aussi. Ben en fait, dans l'histoire du marketing au 20e siècle, il y a une grande vérité, c'est que, et je résume ici, 80% des dépenses des foyers se font par les femmes. C'est pas nécessairement leur capitaux, leur argent qui est dépensé, là, c'est les dépenses du foyer qui découlent des décisions des femmes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce terrain-là. Les gens qui font du marketing, qui mettent en marché certains produits, ont bien compris que les femmes détiennent les clés de la dépense et donc il faut augmenter les prix un peu en ce qui a trait aux produits féminins parce que ça allait fonctionner. Bon, il nous reste 30 secondes avant la pause. Amanda Fakii, quel conseil donner aux femmes pour éviter de payer trop cher finalement? Toujours voir dans la section des mâles. Et si j'avais un conseil à donner aussi, donc si on n'emprunte pas la voie de la législation,
Déjà, ma première question, c'est l'Office de la protection du consommateur. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'a pas suffisamment de dons. Ça, c'est une des hypothèses. Mais deuxième conseil, c'est de rapprocher les produits masculins aux produits féminins. Comme ça, nous, les femmes, on pourrait voir s'il y a d'autres produits substituts, donc des produits semblables qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Super. Ça serait assez juste. Très bien. Au retour de la pause, nous parlerons du PQ et de la droite et de la descente aux enfers de la CAQ. Restez avec nous. De retour à question d'actualité, le Parti québécois doit-il et peut-il intégrer les franges centristes et centre-droit au sein du parti dans l'objectif de construire une grande coalition gagnante pour les élections générales de 2026 et qui sait, un référendum à la suite d'une victoire potentielle en 2026. David Santarossa, que reste-t-il premièrement de la droite au Parti québécois? Pas grand-chose, en fait, j'ai l'impression, lorsqu'on regarde les personnes qui ont été élues. Évidemment, je prétends pas que c'est un parti nécessairement de gauche comme QS. Des fois, on peut entendre ça sur des réseaux comme X, par exemple. Mais clairement, le Parti québécois n'est pas un parti de droite, à mon sens. Bien qu'aujourd'hui, dès qu'on veut légiférer en matière de laïcité ou d'immigration, par exemple, on associe ça automatiquement à la droite. Il y a eu un glissement de sens par rapport à ça. Et puis, euh, et puis, sur la question économique, ben, on sait que le Parti québécois veut, euh, comment dire, resserrer les finances publiques en quelque sorte. Mais ça aussi, ça reste à voir. Je pense qu'au Québec, on, on, on veut que l'État diminue ses dépenses, mais lorsqu'on demande aux Québécois où est-ce qu'on doit diminuer, le Québécois moyen ne peut pas répondre. Donc, j'ai de la difficulté à voir véritablement des coupes importantes. Imaginons que le PQ soit élu, ça va être très difficile pour lui de faire des coupes, surtout s'il veut faire un référendum. Ben, si tu fais des coupes au Québec, tu vas te mettre beaucoup de gens à dos, beaucoup de syndicats à dos aussi. Amala Faki, est-ce que le Parti québécois peut récupérer, j'allais dire les droitistes ou moins les centristes et centre-droits, surtout économiquement, comme David Santarossa vient de le mentionner, qui étaient au PQ avant la création de la CAQ, qui étaient nationalistes, là, bien sûr, souverainistes, qui ont quitté pour aller à la CAQ en partie à cause d'une certaine désillusion. Mais maintenant que la CAQ s'écroule et que le PQ est en montée, on peut imaginer qu'il y aurait une vague de retour. Est-ce qu'on peut imaginer que le PQ réincorpore ces gens-là? Est-ce que cette droite-là va avoir une influence sur le Parti québécois? Comment voyez-vous la chose? Alors, je ne souscris pas entièrement à l'analyse de David concernant le positionnement du PQ actuellement. Je pense que le PQ sous PSPP se droitise de plus en plus et il l'assume. Et je parle d'une droite identitaire qui s'assume sur le plan linguistique, sur le plan culturel. La droite économique libérale, oui, parce que on voit que sous PSPP, il y a cet intérêt, comme David l'a mentionné, à resserrer les dépenses publiques, donc moins d'État-providence, avoir un peu plus de discipline budgétaire. Maintenant, la question à savoir si ils vont pouvoir attirer d'autres joueurs de la CAQ, donc s'ils peuvent attirer également des électeurs caquistes, oui, mais s'il y a des garanties qui sont crédibles. Donc, la compétence économique. Donc, cette fois-ci, est-ce qu'on aura une équipe compétente et des vrais comptables qui savent gérer les finances publiques du Québec? Deuxième élément, la CAQ, c'est une coalition, et au sein de cette coalition, on a des péquistes. Donc, forcément, ils vont attirer des électeurs, des joueurs, des grandes figures qui adhèrent au projet souverainiste. On s'attend également à ce que le PQ soit le parti des PME. Parce qu'on l'a vu, la CAQ qui a misé sur des joueurs étrangers, c'était une formule vouée à l'échec. Au final, ouais. Voilà, absolument. Et autre élément, c'est la décentralisation. Donc, tout ce qui s'est passé avec la CAQ, qui tente de centraliser toutes les institutions, ça serait une des garanties qui pourrait attirer les caquistes, les frondeurs, vers le bastion péquiste. David Santarossa, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec son discours suivant la victoire en Arthabasca, qui, du moins à mon sens, semblait être un appel justement à un certain électorat québécois centriste, centre-droit, j'appelle ça l'électorat post-révolution tranquille,
tente justement d'inverser une certaine logique au Parti québécois qui, bien sûr, construit en grande partie, avec le Parti libéral aussi, de Jean Lesage à l'époque, ce qu'on appelle le Québec moderne, de la Révolution tranquille, et d'un modèle social-démocrate à un modèle de parti peut-être un peu plus centriste. Est-ce que vous sentez que Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe tentent d'effectuer ceci, ou au contraire, c'est peut-être juste une tactique électorale pour aller chercher les gens désabusés de la CAQ, les voteurs désabusés de la CAQ, mais au final, les racines social-démocrates du PQ sont là pour rester? Je pense qu'il y a un désir, ça c'est certain, justement de resserrer les finances publiques, mais je suis pas certain que ça va se réaliser. Hein. Parce que finalement, c'est les mêmes promesses que la CAQ faisait il y a quelque chose comme 8 ans maintenant, donc avant 2018. Euh, Et je me demande, et lorsque je regarde, justement, Amanda parlait d'une équipe économique, de comptables, ben, la CAQ se présentait comme cette équipe-là. Hein. Pensons à François Legault, pensons à Éric Girard, pensons à M. Fitzgibbon, et qui avait un réel désir de réduire l'appareil de l'État. Or, ce n'est pas arrivé, au contraire, ça a augmenté des investissements dans des compagnies étrangères aussi qui ont été un désastre total, on le sait, notamment avec Nordvolt. Et bien, on peut se poser la question, finalement, est-ce possible? Peut-on donner une cure minceur, en quelque sorte, à l'appareil de l'État si la CAQ n'a pas été capable? C'est-à-dire que je tiens pour acquis qu'ils étaient de bonne foi là-dedans et qu'ils voulaient vraiment le faire, mais que ce n'est pas arrivé. C'est sûr il y a eu la COVID là-dedans, puis que c'était quand même mal vu que le gouvernement se déresponsabilise en quelque sorte en plein moment de COVID. C'est venu bouleverser certaines choses, mais quand même, on n'a pas vu la CAQ comme étant un parti de droite économique, loin de là. Là. Amanda Faki, vous avez parlé de la droite identitaire qui soit différente ou soit un aspect supplémentaire à la droite économique, la droite de Québec là, principalement, là, pour la nommer ainsi. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la droite identitaire, et quel impact peut-elle avoir, j'allais dire, si elle revenait au PQ? J'ai pas l'impression qu'elle ait quitté entièrement, pour être franc. Mais disons que ses rangs pourraient être gonflés là, si vraiment là, il y a, comme j'ai dit, une vague d'une certaine droite économique et identitaire qui s'ajouterait au PQ actuel, comme on le connaît en ce moment. Donc, comment définissez-vous, premièrement, la droite identitaire et quel impact pourrait-elle avoir au sein du PQ? Bah, tout équilibre est fragile. Hein. Donc, si le PQ est trop à gauche, il perd ses nouveaux électeurs. Trop à droite, il se coupe de son aile progressiste. Et moi, je pense notamment à la jeunesse souverainiste qui appuie de plus en plus le projet de la souveraineté, qui est quand même en décalage avec le discours de PSPP sur le plan identitaire, sur le plan culturel. Et qu'est-ce que j'entends par droite identitaire? C'est une droite qui est plus dure sur la question de l'intégration, de la langue. Donc maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il réussira à être cohérent et à ne pas non plus se dissocier de ce bastion de jeunes qui l'appuient. David Santarossa, Amanda Faki a parlé d'un équilibre. Est-ce que le PQ peut maintenir un équilibre, et j'allais dire à l'interne, surtout au niveau des membres, je parle un peu moins de l'électorat ici. Pour ceux qui connaissent le PQ de l'interne, de l'intérieur, comme on dit, je dirais que les militants, les activistes et les membres du parti sont quand même plus à gauche que le parti lui-même souvent, ou que son électorat, je pourrais dire. Comment maintenir un équilibre entre ces membres-là, ces activistes-là d'un côté, qui se rapproche parfois de QS et de ce qui me semble être une ascendance ou du moins un mouvement en croissance de ce que j'appelle une droite qu'on a nommé identitaire, là, que je dirais bas-côtéiste, si je peux dire, dans le sens que c'est un groupe, une droite qui a adopté les termes et la pensée là, qui Mathieu Bock-Côté incarne, je crois, très bien. Et le PQ a un peu besoin de tous ces gens-là pour gagner, mais comment maintenir l'équilibre à l'intérieur du parti sans que, justement, ça crée une espèce de PQ pré-CAQ où ceux qui sont à gauche sont partis chez QS et ceux qui étaient plus à droite sont partis à la CAQ pour ne laisser que des espèces de centre-gauche un peu mou au PQ. Il y a quelque chose de... Parce que oui, si on veut, les plus radicaux du côté du PQ sur le plan de l'axe gauche-droite économique sont à la relève, les jeunes péquistes, qui sont plus proches en fait de QS que peut-être que du PQ en quelque sorte. Et paradoxalement, si on regarde du côté de la relève de la CAQ,
eux, j'ai l'impression que parfois, ils sont plus proches du PQ que de la CAQ. J'aimerais vraiment pas ça m'entendre dire ça, probablement. Mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que la rêve de la CAQ met de l'avant beaucoup, beaucoup les enjeux identitaires. Il va aller beaucoup plus loin que ce que la CAQ veut faire en réalité. Donc, il y a une espèce de paradoxe ici. Donc, ça va être très difficile de faire tenir tout ça pour le PQ. Et on l'a vu déjà des candidats, une candidate notamment de QS, dont j'oublie le nom, là, si je me trompe pas, c'est une À médecin là, qui s'était Poirier. présentée. Ah non. Ouais, je pense que c'est ça. Qui Ah, pense peut-être se présenter pour le PQ, là. oui, Donc, dans Sherbrooke, je pense, ou du moins dans la région, là. ouais, exactement. Donc, comment faire tenir tout ça? Est-ce que la coalition, c'est une bonne chose? En fait, le PQ n'a pas le choix de faire une coalition pour gagner son référendum, mais faire tenir une coalition, c'est très, très, très difficile. La CAQ a en partie réussi, on va le dire, pendant quelques années. Et là, on voit que c'est de moins en moins, ça tient de moins en moins. Passons justement à la CAQ. Jusqu'où peut aller la descente aux enfers de la coalition Avenir Québec? Bon, il y a eu une expulsion d'un député et une démission en plus, avant même le remaniement qui prend cours en ce moment, ou à peu près, là. Dans quel état est la CAQ au seuil de cette rentrée parlementaire, Amanda Faki? En lambeaux. En lambeaux, le navire caquiste vrille. Et je pense que si François Legault se respecte et qu'il respecte le legs qu'il va laisser au Québec, je pense que c'est le moment de tirer sa révérence de façon élégante. Démissionner? Sinon, l'histoire... Démissionner, parce qu'on peut se retrouver avec un scénario à la PLC. Donc, Parti libéral du Canada, Avec Justin qui Trudeau? était avec Justin Trudeau, qui était complètement dégringolade pendant les 2 dernières années. Et boum, on a trouvé notre champion, un Mark Carney, ex-gouverneur de 2 grandes banques. Je pense que voilà, si François Legault souhaite que l'histoire retienne de bonnes choses de lui, ce serait le moment judicieux de quitter le navire. Est-ce que, Amanda Faki, je renchérir, est-ce que son propre caucus ou son propre parti pourrait lui montrer la porte? Comme un peu le PSC a fait avec Justin Trudeau, qu'on y pense, là? Il y a quelques petites rumeurs qui circulent. Est-ce que Geneviève Guilbeault, elle ferait sa Christian Freeland? Ça, franchement, je pense que ce serait un mauvais calcul de Geneviève Guilbeault. Elle a quand même été fortement appuyée par Legault durant tout son parcours. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de l'externe qui souhaiterait prendre la relève? Donc, il y a quelques noms qui circulent. Sophie Brochu, on se demande aussi peut-être à l'interne, Sonia. Bref, ce sont des questions qui planent, mais je pense que si Legault veut jouer la carte de l'indéboulonnable, c'est tout son legs qui s'écroulera. David Santosa, est-ce que François Legault peut tenir jusqu'à l'automne 2026? Là, c'est le moment de la dernière chance, c'est le remaniement ministériel. Moi, je pense que la décision va venir de lui. J'ai pas l'impression que c'est son caucus qui va le pousser vers la porte. C'est-à-dire que la CAQ, ça a été l'affaire d'un seul homme quand même, là. C'est-à-dire que oui, il y a des gros noms quand même à la CAQ. Je dis pas que personne n'a travaillé, puis que c'est juste François Legault qui a travaillé, mais c'est la personne qui a fait coller tout ça, la personne qui a permis l'ascension vers le pouvoir, c'est François Legault. Et on sait que les députés ont généralement beaucoup d'estime pour M. Legault. Donc, j'ai de la difficulté à voir les députés, le caucus, le pousser vers la sortie. Je pense que ce qui va le pousser indirectement vers la sortie, moi, je pense que c'est après Noël. Il y a plusieurs candidats qui, on va le dire comme ça, mais qui étaient là pour avoir le pouvoir. Je pense à des candidatures comme Éric Girard, qui ne serait pas dans une CAQ dans l'opposition, qui était là avec la CAQ pour finalement être au pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs de ces candidatures-là qui vont annoncer qu'ils ne se représentent pas. Et ça va justement, pour reprendre l'analogie du bateau qui coule, là, le bateau va continuer de couler, puis à un moment donné, François Legault va décider vraiment de partir sur son petit bateau pour quitter le navire pour vrai. David Santosa, est-ce que la CAQ pourrait disparaître, là, basé sur ce que vous venez de dire? Disparaître complètement après les élections de 2026, c'est-à-dire aucun siège, et à la limite, plus personne ne voudrait prendre la barre du bateau, hein?
La CAQ est un parti de pouvoir, est un parti pragmatique, ce qui a été sa force pendant plusieurs années, mais sur le long terme, ce n'est pas sa force, c'est-à-dire que si on pense au Parti québécois, par exemple, qui est un parti avec une forte teneur idéologique, avec la souveraineté, et ça, ça peut être très, très bon dans certaines circonstances, justement, que même quand le PQ était à trois voix, avec trois candidats, trois députés, pardon, ben c'était quand même un des partis qui avait le plus de dons, qui avait le plus de militants. Alors que la CAQ, même au pouvoir, c'était pas un parti qui avait énormément de dons et de militants. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que quand ça va bien, tant mieux pour la CAQ, mais quand ça va pas bien, ça va être très difficile de se relever, là. Amanda Faki, quel va être l'héritage historique de François Legault? Qu'est-ce qu'on va en retenir? J'ai l'impression que dans les 4 premières années, il y aurait eu de très belles pages dans le livre de l'histoire du Québec. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il risque d'être peut-être un des premiers ministres, pas les plus haïs. Je pense pas qu'il soit haï, mais disons qu'il a passé un 8 ans, disons, presque déplorable, un des plus déplorables dans l'histoire du Québec moderne. Mais c'est ça la tragédie avec François Legault, c'est que on l'a beaucoup aimé pendant la Covid, avec la messe du dimanche. C'était le premier ministre le plus populaire du Canada. Mais depuis la Covid, on sent qu'il y a un décalage avec les réalités du terrain, avec les grands enjeux de politique publique, la crise du logement, l'état de nos écoles. C'est un gouvernement qui a beaucoup misé sur des gains de nature symbolique. Donc maintenant, la question, quel sera le legs de la CAQ? Son legs, c'est d'avoir essayé d'incarner une troisième voie. Mais je crains que cette troisième voie, elle ne sera qu'une petite note de bas de page dans l'histoire du Québec. David Santa Rosa, on a à peu près enterré François Legault et la CAQ avant même les élections en ce moment, là, mais est-ce que François Legault et la CAQ peuvent inverser la tendance d'ici 2026, d'ici l'automne 2026? Amanda nous parlait il y a quelques instants du retour de Justin Legault. Justin Legault, quel lapsus de Justin Trudeau. Pas du retour de Justin Trudeau, mais en fait du retour du Parti libéral. Donc, on devrait nous apprendre justement à avoir une certaine forme d'humilité à l'égard des prédictions. Cela dit, justement, le Parti libéral a pu revenir parce que Justin Trudeau n'était plus là. J'ai l'impression que du moment où est-ce qu'on me dit que la salade est passée date, là, même si on me dit après ça qu'elle est super bonne quand même, regarde, si dans ma tête, elle est passée date, elle est passée date. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a un peu avec François Legault. Du moment qu'on se met dans la tête que le parti est fini, c'est très, très, très difficile pour l'électeur de se dire « Ah non, je vais retourner au bercail, je vais retourner du côté de la CAQ. Je vois pas ça venir à moyen terme. » Mais à nouveau, je tiens à le préciser, tout peut arriver. Tout à fait, Amanda Faki. Est-ce que François Legault et la CAQ peuvent inverser la tendance? 13 mois, c'est beaucoup en politique. Donc, 13 mois avant les élections générales. On a le remaniement qui aura lieu ce mercredi. On a aussi appris aujourd'hui que 2 ministres seraient prêts à céder leur place. Maintenant, le remaniement, je pense que Legault est suffisamment intelligent pour pas que ça soit une petite chaise musicale. Il faut vraiment qu'il y ait un basculement majeur. En 13 mois, est-ce que monsieur et madame tout le monde fera preuve d'amnésie sélective, comme dans l'épisode de la SAC, pour oublier tous les couacs de la CAQ? Et ça, je ne le pense pas. Surtout avec la dilapidation des fonds publics, avec tous ces grands projets majeurs de virage numérique raté, d'investissements mal calculés. Je ne pense pas qu'on va oublier facilement ces ratés. Amanda Faki et David Santa Rosa, un grand merci. Merci beaucoup Philippe, merci à toi David. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin, à l'animation moi-même Philippe Labrec, qui on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.